Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique tout à fait spéciale, étant donné que j'ai été absent assez longtemps sur la chaîne. Bien que, ma foi, je n'ai pas vraiment beaucoup d'abonnés, là n'est pas l'important. La qualité prévaut toujours sur la quantité. Alors, je vais essayer de faire ce que j'appelle une explication, une introduction sur effectivement le conflit sur le territoire du Donbass. Qui, ma foi, et ça malheureusement tous nos médias, je n'ai pas besoin de relater tout ce qui se passe, les gens sont assez avertis, voire manipulés par la propagande de l'OTAN. Donc, revenons effectivement aux sources du conflit. Je ne vais pas remonter jusqu'à Maïdan, j'expliquerai tout à l'heure effectivement quelle est la position communiste sur ce conflit et sur ces opérations spéciales. Car je ne veux pas mentionner le mot de guerre, si ce n'est que je ne le mentionnerai que dans la mesure où effectivement des États belligérants avec le gouvernement, enfin le régime de Zelensky, eux par contre sont en acte de guerre. Alors je disais donc le conflit sur le territoire du Donbass, qui a débuté ma foi au printemps 2014, est devenu, si je peux m'exprimer ainsi, le plus important de l'histoire post-soviétique de l'Ukraine. Dans les républiques elles-mêmes, selon effectivement l'avis de certains sociologues, de ceux qui ont une lecture tout à fait claire du conflit, la majorité considère ce qui se passe comme une guerre avec la Russie. Parmi les Russes, l'opinion prévaut qu'il s'agisse d'une guerre civile entre Ukrainiens. Il existe des dizaines de versions non officielles, je dirais, de cette explication du conflit, comme un élément de confrontation entre la Russie et les États-Unis. Car, soyons honnêtes, les Américains n'ont jamais supporté, effectivement, le fait que la Russie ne soit pas un territoire qu'ils puissent dominer, au niveau économique et surtout énergétique. Et donc, succèdent effectivement des théories du complot, selon lesquelles, je dirais, la guerre est menée par des sociétés internationales utilisant des armées privées. Alors, revenons aux accords de Minsk qui ont été un camouflet pour le président Vladimir Vladimirovitch Poutine. Parole non tenue par les Occidentaux. Je dirais, ce n'est pas un secret de polichinelle, c'est pratiquement une habitude de ce genre de comportement. Souvenez-vous, effectivement, les promesses faites à Gorbatchev concernant la récupération de la République démocratique allemande, et en échange de ne pas aller plus loin que, ou du moins laisser sur ces terres d'influence qui pouvaient être la Russie. N'oublions pas que les Américains ont exactement la même politique à l'égard de l'Amérique latine. Ils considèrent que ce sont leurs terres d'influence. Ils n'hésitent pas effectivement à financer des familles compradors ou à intervenir directement. Bon, ceci est une autre histoire. Alors je disais donc, au cours des hostilités dans l'est de l'Ukraine, des milliers de personnes, dont des civils, sont mortes. Plus d'1 million sont devenus des réfugiés et des personnes déplacées. Ça ne vous rappelle rien? Même problématique que la Syrie, quand le Liban reçoit plus d'1 million de personnes d'un seul coup. Des milliards de dollars, je dirais, de dommages ont été causés dans les régions de Donetsk et Lugansk. Des bâtiments résidentiels, des entreprises industrielles et de communication ont été détruites. Un peu à l'identique de ce qui s'est passé en Serbie, ou contre la destruction de la Yougoslavie. Le conflit a frappé l'économie de l'Ukraine en raison de la guerre. Donc elle a perdu. Je ne vais pas rentrer trop non plus dans les chiffres pour ne pas rendre lassant effectivement l'explication. Mais je vais quand même donner quelques chiffres pour que ceux qui m'écoutent s'en fassent une idée. Donc 20% de ces revenus et l'opération militaire en cours coûte plus de 100 millions. Donc environ à peu près, donc environ 350 millions de roubles par jour. Et de la Russie en raison du conflit dans lequel, je dirais, la Fédération de Russie nie toute participation et sanctions lui ont été opposées. Les pertes de l'économie russe, selon le Premier ministre Dmitri Medvedev, se sont révélées, je dirais, élevées à des dizaines de milliards de dollars. Et les sanctions sont également considérées comme l'une des raisons de la dépréciation du rouble. Alors dans le Donbass,
je dirais, même les espoirs d'une répétition du scénario de Crimée, une annexion plus ou moins réussie, ou une réintégration à la mère patrie, ne sont pas réalisés. C'est que les arguments sur la transformation de la région ont une sorte de petite Suisse. L'idée de séparer une partie de l'Ukraine s'est transformée en conflit militaire prolongé. Alors, effectivement, le paysan du Donbass, bien sûr, comptait sur autre chose. Et je prends par exemple, soyons honnêtes, que d'un point de vue matériel, bien sûr, le Donbass a été, je dirais, vaincu, étant donné que nous avions quand même des individus du peuple s'organisant, que ce soit des mineurs, des professeurs, des citoyens ordinaires, et qui se sont révélés effectivement, comme le cas par exemple du commandant Givy, ou commandant Mosgovoy, ou Motorola, pour ne citer qu'eux, ont été des gens extrêmement, je dirais, utiles à la défense de Donetsk et la défense de Lugansk. Donc, effectivement, à partir de là, ils ont compris que de toute manière, Kiev leur ferait pas de cadeau, et que de toute manière, les banderistes qui sont au pouvoir ont tout fait, je dirais tout fait pour effectivement semer la zizanie, un peu à l'image du conflit du Rwanda, rappelez-vous, quand le pouvoir en place appelait l'autre ethnie, les cafards, à détruire. Et comme par hasard, nous avions encore une fois, malheureusement, les Occidentaux derrière ce genre de politique de soutien. Alors effectivement, je vais revenir à ce qui m'amène, c'est la position des communistes dans le Donbass. Donc effectivement, comme je disais précédemment, la guerre en Ukraine n'a pas commencé le 25 février dernier. Je dirais, comme certains pourraient le prétendre, elle dure en réalité depuis 8 ans. Il a fait plus de 13 000 morts civils et militaires dans les régions orientales du pays à majorité russophone. Et ça, bien entendu, les Occidentaux se sont gardés de le dénoncer, puisqu'on sait pertinemment aujourd'hui que les médias ne sont que finalement le porte-voix de l'organisation transatlantique, à savoir l'OTAN. Et donc, au sein du camp, tout sauf homogène, de ce que nos médias nomment les séparatistes pro-russes, alors qu'ils sont bel et bien chez eux, ce qui est quand même assez amusant, c'est comme s'ils reprochaient aux Alsaciens d'être en Alsace. Donc, les communistes d'Ukraine, de Russie et d'ailleurs, ont joué un rôle important. Ils ont également subi la répression et les manœuvres, il ne faut pas non plus le cacher parce que je ne serai pas objectif, je dirais les manœuvres du Kremlin. Alors, je dirais, je vais essayer de retracer largement l'histoire de tous ces nostalgiques de l'URSS et ces communistes ou ces patriotes sociaux de ces territoires, puisque effectivement on en parle très peu. Alors, comme je le rappelais, je dirais l'étincelle qui a exacerbé la révolte dans les régions orientales du pays a été la suppression le 23 février 2014, au lendemain de la destitution de l'ancien président Viktor Yanukovych, du statut officiel de la langue russe par les nouveaux dirigeants ukrainiens. Donc, manifestation populaire défiant l'autorité du pouvoir central, affrontement, je dirais, de rue entre pro et anti-Euromaïdan. Oui, Euromaïdan, tout à fait, puisque c'est quand même une révolution de velours ou orange ou des œillets, appelez ça comme vous voulez, une révolution qui a été fomentée par les Occidentaux, à savoir effectivement les États-Unis, l'Allemagne et leurs laquais. Donc, effectivement, il y a eu une création des brigades d'autodéfense en Crimée. Bâtiments administratifs, pris d'assaut à Donetsk et Lugansk, situation qui effectivement a pris rapidement un tour, je dirais, insurrectionnel. Et si on en croit par exemple Alexandre Tcherepanov, le secrétaire du comité central du Parti communiste, ouvrier de Russie, le PCOR et le PCUS, la composition sociale du soulèvement dans le Donbass était largement prolétarienne, puisque c'était la plupart des petits instituteurs, des mineurs de fonds, puisque le territoire du Donbass est un territoire de mines. Donc effectivement, la résistance, déjà d'une part, dans le Donbass, a eu dès le début un caractère anti-nazi. On le voit bien avec les efforts qu'ont fait les médias européens pour essayer
relativiser, de camoufler l'élément, je dirais, mystique du combat des forces, je dirais, du régime de Kiev, car il faut une mystique, il faut une doxa, il faut une praxie pour entraîner, je dirais, des groupes paramilitaires pour qu'ils combattent pour un idéal. Et cet idéal, bien entendu, c'est la division Das Reich, c'est la division Galicie, c'est les nostalgiques, effectivement, qu'on appelle aujourd'hui les ukro-nazis, la division Azov, la division Haïdar, et puis, bien entendu, tous ces mouvements qui sont à la source, tels que l'Euromaïdan, Pravi Sector, Svoboda, Centre droit. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, ils se sont, je dirais, grâce à l'aide américaine, ils se sont, je dirais, professionnalisés, ils sont devenus, passant de milice à des corps intégrés de l'armée ukrainienne. Alors, effectivement, même si, je dirais, il y a différentes tendances dans ce que j'appelle ceux qui se sont révoltés, différentes tendances bien entendu idéologiques, plus diverses, à la fois des communistes, des patriotes, des monarchistes russes, des cosaques, des défenseurs de l'église orthodoxe, des volontaires internationalistes venant d'Espagne, d'Italie, parfois minoritairement de la France. Mais d'un point de vue de classe, je dirais, la base du mouvement était avant tout, je dirais, composée par la classe ouvrière du Donbass. Alors, en juin 2015, rappelez-vous, l'Humanité consacrait un article, je dirais d'ailleurs, à la mobilisation des mineurs dans les milices armées du Donbass, soulignant au passage leur attachement à l'antifascisme et aux symboles du passé soviétique, dont les statues de Lénine, massivement, bien entendu, saccagées par les nationalistes ukrainiens à travers le pays, et remplacées, bien entendu, par des statues faisant l'éloge de ceux qui ont été les collaborationnistes ou les collaborateurs. J'aimerais bien savoir si demain, en France, on réhabilitait des statues de Laval, ou même de Brasillac, ou même du maréchal Pétain, et qu'on retirait les statues de De Gaulle. Alors, selon par exemple Viktor Chapinov, qui est un militant ukrainien, la russophobie des nationalistes et autres néo-bandéristes, adeptes de Stepan Bandera, qui était avant tout, je dirais, l'avant-garde du coup d'État, et se conjuguait au sein de l'Euromaïdan avec un mépris de classe agressive envers la population du Donbass. Alors deux événements qu'il faut souligner. La première, c'est que effectivement, pour faire cette révolution, il a fallu déplacer une multitude de cars, mettre en place une logistique pour amener tous les gens qui étaient sur la partie que j'appelle la partie ouest de l'Ukraine, donc la partie néo-polonaise, je dirais, cette fameuse partie dont les familles, alors l'erreur qu'a commis effectivement l'URSS, et je le reconnais, c'est de ne pas avoir purgé ces gens-là et les avoir laissés, bien qu'ils aient porté pour ce que j'appelle leurs aïeux, l'uniforme de la SS. Et donc, bien entendu, cette tradition, malgré la présence de l'Union soviétique, s'est enseignée dans les cuisines, dans les antichambres, aux enfants, ce qui a donné effectivement aujourd'hui une forte adhérence au niveau de la jeunesse de Lviv, par exemple, qui n'hésite pas à revendiquer les massacres et les pogroms à l'égard des Juifs, puisqu'il faut bien planter le décor, ce qui est quand même une chose inouïe, c'est que Zelensky est d'origine juive et pourtant soutient, pour des raisons financières, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il est milliardaire, il est prêt à trahir, je dirais, ceux qui ont été les libérateurs. Et ce qui est d'autant plus grave, c'est qu'en plus, pour de l'argent, il est prêt à pactiser avec ceux qui sont les descendants, les petits-fils ou les enfants de ceux qui ont porté l'uniforme de la division Das Reich et qui ont encadré le ghetto de Varsovie et qui se sont illustrés dans des camps de concentration comme Majdanek. Bon, ceci est encore une autre histoire, mais il était important de le soulever. Alors, bien entendu, les habitants du Donbass sont pauvres. La plupart sont mineurs et des ouvriers, et cela fait d'eux des ennemis de la jeunesse dorée. La jeunesse, vous savez, la jeunesse aujourd'hui ukrainienne qu'on retrouve avec des voitures rutilantes à Monaco. Donc je vous invite à regarder, vous verrez que par contre pour eux, ils n'ont pas l'air de souffrir effectivement des affres de la guerre. Alors,
je dirais, les pro-Maïdan, issus de la bourgeoisie, de la classe moyenne, disent que les gens de la classe ouvrière sont des citoyens de seconde zone, déjà. Quand en plus ils sont russes, alors ça en fait, je dirais, des gens encore, je dirais, de troisième zone, et qui ne devraient pas, selon effectivement leurs desiderata, voter, avoir d'influence politique. Certains vont loin jusqu'à prétendre effectivement qu'ils sont une sous-race. Rappelez-vous un petit peu les livres de Léon Degrelle sur l'ordre SS, hein, qui considérait effectivement tous les citoyens slaves comme étant des sous-hommes. On en revient effectivement à toutes ces sources d'influence. Et ce n'était pas seulement une question nationale ou linguistique, mais aussi une question sociale et de classe. Ils avaient non seulement des idées russophobes, mais aussi une sorte de racisme de classe contre le bétail du Donbass. Voilà comment ces braves gens, ces braves alliés de l'Occident, je dirais paupérisés dans l'esprit et intéressés par la finance, voilà quels sont nos alliés. Alors pour beaucoup au sein de la population russophone, le massacre de la Maison des syndicats, qui était passé sous silence, alors moi je vous renvoie effectivement à Paul Moreira sur son émission qui a été effectuée à Canal+, sur les masques de l'Ukraine, y compris sur son émission où il était invité dans Thinkerview, sur son explication, son incompréhension pourquoi les journalistes n'avaient pas couvert d'une façon réelle effectivement le massacre de la Maison des syndicats à Odessa, qui a été perpétré en mai 2014 par des fascistes ukrainiens et largement revendiqué, avec des drapeaux ornant la Ronde de Dalle, des drapeaux d'Asreich, bon, n'hésitant pas effectivement à massacrer des vieillards et des femmes et des enfants. Alors une quarantaine de morts, dont de nombreux syndicalistes et militants de gauche, ont été brûlés. Cela a été un traumatisme dans la population effectivement russophone, et je dirais même un catalyseur. Alors après la tragédie d'Odessa, la pente menant vers la guerre civile devenait de plus en plus irréversible, puisque ces populations qui étaient déjà, je dirais, définies par Kiev comme étant des populations, je dirais, à abattre. Donc le décor était planté. Alors pour les habitants de Donetsk et Lugansk, il était évident que si les républiques ne se maintenaient pas, ils connaîtraient le même sort que les manifestants anti-Maïdan à Odessa. Ça, c'est une chose qu'il faut bien prendre en compte. On sait pertinemment que de toute manière, quand l'armée ukrainienne, qui n'avait pas effectivement la volonté de se battre avec une sorte de niaque, je dirais, certaine, alors, bien entendu, on a envoyé les bataillons. On les a intégrés dans l'armée ukrainienne. Parfois même, aujourd'hui, il y a des membres qui font partie du SBU, donc des services secrets ukrainiens. Je vous renvoie à cette liste de la plupart des militants anti-Maïdan qui aujourd'hui doivent être abattus selon effectivement liste noire le SBU. Donc bon, ça c'est encore un autre problème, mais effectivement ils n'ont pas attendu, c'est-à-dire que Lugansk et Donetsk n'ont pas attendu de se faire massacrer et se faire, je dirais, décimer. Alors notons que si le passage des manifestations populaires à l'insurrection armée s'est déployé principalement à Donetsk et dans les provinces de Lugansk, la résistance ne se limite pas seule aux régions du Donbass, à Odessa également, à Kharkiv, dans d'autres villes d'Ukraine, et des mobilisations antifascistes s'organisent notamment sous l'oppulsion de, je dirais, de groupes marxistes comme Borodba, qui est fondé par un ancien membre du PC ukrainien. N'oublions pas que il n'y a pas un membre dans la famille qui n'a pas donné sa vie pour libérer l'Europe. Parce que les choses soient claires une fois pour toutes. Je vous renvoie aussi également aux travaux d'Annie Lacroix-Ris, qui est un très très grand professeur et maître de conférences, spécialiste en histoire, et je dirais même la spécialiste en histoire, qui aujourd'hui, effectivement, après 40 ans de société du divertissement et d'américanisation à outrance, aujourd'hui, effectivement, la vérité est en train d'apparaître. Ce ne sont pas les Américains qui nous ont libérés. Vous allez voir pourquoi je vous explique ça. Ce ne sont pas les Américains qui nous ont libérés, ce sont les Soviétiques. Et si le maréchal Zhukov n'avait pas détruit la machine allemande, alors aujourd'hui,
effectivement, soit nous parlions allemand, et de toute manière, les plages de Normandie seraient devenues le cimetière pour les Américains. Donc, quand la machine allemande a été détruite par le maréchal Zhukov en l'occurrence, toutes les communications ne pouvaient plus fonctionner. Donc, il n'y avait plus d'unité qui était un peu partout dans le front de l'Est. Et cela a permis effectivement, une fois Berlin détruit, les Américains ont pu intervenir. Donc ce ne sont pas les Américains, ce sont les Soviétiques qui ont payé de leur vie un lourd tribut. Les historiens sont, je dirais, sont un peu en désaccord au niveau des chiffres. Les chiffres sont très élevés, ça peut aller de 24 millions à 27 millions. Donc je ne connais pas une population qui a payé autant le lourd tribut de la libération de l'Europe. Donc les choses soient claires là-dessus. Donc dans les populations du Donbass, il n'y a pas un membre de la famille, et parfois même dans d'autres territoires de l'Ukraine, car il constitue à peu près une vingtaine de millions, il n'y a pas de membres de la famille qui n'ont pas payé effectivement ce lourd tribut. Alors revoir la réhabilitation du nazisme sous prétexte parce que nous avons des intérêts financiers, donc nous sommes prêts à nous compromettre, comme on s'est compromis avec l'islamisme, hein, bon ça c'est encore un autre problème. Mais moi je pense que les Américains, comme disait Zbigniew Brzezinski dans le Grand Échiquier, utilisons toutes les forces en présence, même les plus malsaines, tant qu'effectivement nos intérêts sont garantis. C'est comme on dit, qu'importe les moyens, seul le but compte. Alors, bien entendu, je reviens aux anciens membres, je dirais, du PC ukrainien, où le nouveau pouvoir issu de Maïdan, comme le résultat de l'alliance tactique de la droite néolibérale et des groupes parlementaires d'extrême droite, hein, on a déjà vu ça chez Pinochet, on a vu ça chez... C'est une chose qu'il faut bien comprendre, le libéralisme mène au fascisme, puisqu'il le finance, puisque souvent, rappelez-vous, pourquoi Hitler? Parce que il fallait surtout pas que les communistes puissent, puisque déjà des républiques fédérales, enfin des républiques, des conseils, je dirais, des conseils ont été déjà placés à l'époque en Bavière, la bourgeoisie allemande avait très peur de l'arrivée du communisme, donc il fallait financer les nationaux socialistes, enfin je ne veux pas employer ce terme-là car c'est un terme complètement galvaudé, en tout cas il fallait financer les nazis. Tout comme Mussolini a été utilisé effectivement face à la gauche prolétarienne, et effectivement le mouvement gramsciste montant, puisque Gramsci a fini en prison grâce à Mussolini. Donc il fallait effectivement souvent cette alliance entre, je dirais, la droite libérale, la droite fiscale, la droite bancaire, un petit peu celle qui aujourd'hui a eu la tête de Gaulle, hein, en la qualité de Giscard, puisqu'anti-gaulliste. Donc toujours cette alliance, je dirais, de la droite néolibérale et des groupes paramilitaires d'extrême droite. Malheureusement, ce n'est pas lié seulement à l'Ukraine. À la lumière de notre histoire, on peut y voir exactement les mêmes symptômes. Alors les militants de Borodba impriment, je dirais, au rassemblement une coloration nettement anti-oligarchique, et le gouvernement de Kiev répond par la répression, chaque agent les locaux de l'organisation, et en menant des vagues d'arrestations contre ses cadres. En juillet, le Parti communiste d'Ukraine est banni, alors même que ses dirigeants avaient, je dirais, limité leur activité aux seuls cadres parlementaires. Alors, quand on parle d'oligarchie, ce qui m'amuse, c'est qu'on parle toujours des oligarchies russes ou d'oligarchie à l'Est, alors que c'est nous qui les avons placées. Je vous invite à lire La Grande Brindille de l'Est, ouvrage de Bruno Druyevsky, pour vous montrer qu'effectivement, les oligarques ont été créés par l'Occident, car ils avaient besoin de gens pour liquider tout le secteur public. Donc c'est nous qui les avons mis en place, par nos propres oligarques. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Alors, effectivement, tout au long des 8 dernières années, les médias occidentaux n'ont cessé de présenter les combattants du Donbass comme des séparatistes pro-russes. Vous savez, comme disait Goebbels, un mensonge devient vérité quand il est crié fort et longtemps. Alors, entièrement manipulé par le Kremlin, bien entendu. Or, si Moscou, en effet, je dirais, avait cherché finalement à imposer son contrôle sur les structures dirigeantes des républiques du Donbass, il y a fort longtemps que la Russie aurait pu intervenir et prendre effectivement ces territoires-là, ce qui n'a pas été fait, puisque cela a reflété absolument le contraire. Alors, dans le rapport Moscou aux rebelles du Donbass, un homme qui a joué un rôle décisif
au cours de la première phase du conflit. Il s'agit de l'oligarque ukrainien d'origine tatare, Rinat Akhmetov, qui est natif de Donetsk. C'est un milliardaire considéré comme l'homme le plus riche d'Ukraine. Il est entre autres le propriétaire, je dirais, du Shakhtar de Donetsk et domine l'industrie du charbon et de la métallurgie dans les régions orientales de l'Ukraine. Alors après avoir financé le parti, je dirais, des régions de l'ancien président Viktor Yanukovych, il tente cette fois d'influencer simultanément, je dirais, de jouer de son pouvoir, je dirais d'influencer les deux camps en conflit. Alors les hommes d'Akhmetov, qui tenaient des positions importantes dans l'administration ukrainienne, mais aussi dans les structures de la République populaire de Donetsk, où ils firent des obstructions aux demandes de nationalisation et autres revendications radicales des insurgés. Parce qu'il faut bien comprendre que l'idéologie socialiste est très très présente, même s'ils sont orthodoxes, croyants. Il n'en demeure pas moins que je vous envoie à écouter les discours des principaux dirigeants qui, hélas, ont été assassinés tous un par un, mais à écouter par exemple les discours du commandant Mosgovoy sur cet attachement féroce, cet attachement profond au socialisme, au social et à l'intérêt du commun. Alors sur le front militaire, alors que, je dirais, le soutien russe se limite à l'envoi matériel obsolète pris sur des stocks datant de l'armée soviétique, il devient clair que les jeunes républiques autoproclamées ne sont absolument pas préparées à un conflit avec des forces loyalistes. C'est seulement la monstrueuse incompétence de l'armée ukrainienne, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Pour beaucoup, ont été soviétiques, donc c'était difficile à cette armée d'aller se battre contre ceux qui ont été leurs frères d'armes à l'époque de l'URSS. Et plus particulièrement quand dans ces familles, effectivement, il y a eu aussi des frères d'armes qui ont combattu contre le nazisme. C'est une des raisons pourquoi les Américains ont bien compris, et plus précisément les oligarques à Kiev, qu'il fallait plutôt s'appuyer sur des milices dûment idéologisées, avec une idéologie extrêmement haineuse, qui est à mon sens un moteur, un élément qui permet de justifier les exactions et puis d'arriver finalement à ses fins. Donc, effectivement, comme on sait effectivement que les troupes ukrainiennes qui ont été mises en place pour effectuer des opérations punitives sanglantes n'ont pas eu ce que j'appelle cet engouement, je dirais féroce, alors cela a été substitué par des unités, je dirais, de milices qui, elles, par contre, ont effectué des opérations sanglantes et dès le premier mois, on a commencé à avoir effectivement des massacres dans pas mal de régions. C'est une des raisons pourquoi effectivement Poutine avait fait les accords de Minsk. Minsk 1, Minsk 2, qui bien entendu n'ont absolument pas été respectés. Déjà d'une part par les Ukrainiens, et puis d'autre part peu cru effectivement par Merkel et Macron, même si je ne suis en désaccord avec la doxa de ceux qui disent que Merkel et Macron avaient effectivement fait les choses sincèrement. Bon, ça c'est encore un autre problème. Alors, bien sûr, il faut être honnête, au début de l'été 2014, Slaviansk, qui est le centre d'une résistance menée par le volontaire russe Igor Girkin, dit Strelkov, alors qu'une offensive ukrainienne est lancée le 1er juillet à Slaviansk, se trouve encerclé, encerclement que Strelkov parvient à percer afin de marcher jusqu'à Donetsk, juste à temps pour empêcher les hommes du Kremlin de livrer la ville au gouvernement de Kiev. Alors, une purge d'ampleur s'ensuit, lors de laquelle les proches de Akhmetov et d'autres tenants d'une lutte, je dirais, liquidatrice, sont temporairement écartés des postes décisionnels. Dans le même temps, l'aile gauche de la résistance se structure lors d'un meeting à Yalta le 7 juillet, qui rassemble bien entendu des organisations communistes du Donbass et de Russie, sans oublier des militants anti-guerre occidentaux présents à ce moment-là. Alors la déclaration de Yalta, qui conclut le meeting, affiche clairement des objectifs: renverser l'oligarchie capitaliste, établir une économie mixte avec un secteur public développé et créer une république sociale en Ukraine. En août, d'ailleurs, une lettre publiée par des miliciens de base de Donetsk demande la nationalisation des propriétés détenues par des oligarques. Boris
Litvinov, cadre du Parti communiste d'Ukraine et ancien membre du PCUS, du Parti communiste d'Union soviétique. Ayant rompu avec le leadership officiel de son parti, prend la tête du soviet suprême, puisque il faut bien comprendre ce que veut dire soviet, c'est conseil, tandis qu'une loi est adoptée annulant la commercialisation des soins de santé adoptés précédemment. On assiste aussi à quelques tentatives timides, mais bien que récurrentes, de nationalisation. Alors à Lugansk s'opère une convergence des groupes, je dirais, de gauche, autour d'Alexei Mozgovoi, c'est ce que je vous ai cité tout à l'heure, un des grands commandants de la fameuse brigade Prizrak, brigade fantôme, et leur influence au sein du mouvement est entre autres, je dirais, perceptible, et que la République populaire de Lugansk décide d'inclure les symboles soviétiques dans les armoiries officielles. Alors les troupes des républiques populaires sont également renforcées par des volontaires antifascistes venus d'Espagne, venus d'Italie, et effectivement quelques troupes, enfin du moins quelques individus, pardon, venus de France, et venus surtout d'Europe du Sud, un renfort auquel on trouve par exemple des groupes comme Banda Bassotti, avec ses caravanes antifascistes, qui confèrent une certaine résonance médiatique. Ajoutons, parmi les indices de l'importance du pôle communiste dans la phase initiale de l'insurrection, qu'un référendum organisé le 11 mai 2014 affirme explicitement qu'il faut considérer la République populaire de Donetsk comme le successeur légal de la République Donetsk Krivoy Rog, fondée en 1918 par les bolcheviks et les socio-révolutionnaires de gauche, puis écrasée par les armées allemandes. Armée allemande, bien entendu, qui aujourd'hui sont l'idéal du régime de Kiev. Une façon, encore, je le dis encore une fois, l'Allemagne tapie dans l'ombre est encore dans l'intrigue et dans la vengeance. La Yougoslavie en a été l'exemple, en qualité du soutien de la Croatie, du fasciste Franjo Tuđman, et la réhabilitation du drapeau à damier, donc de l'ancien État fasciste Ante Pavelić. La vengeance aujourd'hui sur l'Ukraine, on voit encore une fois manifestement une vengeance de l'Allemagne. Alors, effectivement, Moscou, qui depuis, je dirais, le début, apporte le minimum d'appui, et ça c'est un mensonge de dire qu'effectivement les médias se sont fourvoyés là-dessus, mais de toute façon c'est de la propagande. C'est pour ça que je vous invite à ne plus regarder BFM, ne plus regarder France 24, ne plus absolument plus rien regarder si ce n'est que vous intéresser et soyez critiques. Parce qu'il n'y a absolument pas eu d'apport, je dirais, stratégique, militaire et logistique des Russes. Alors qu'il y ait eu effectivement des gens qui se sont sentis proches des combattants du Donbass, qui sont partis d'une façon isolée ou individuelle, ça c'est un fait, je ne le nie pas. Mais qu'il y ait une organisation d'État militaire structurée de la Russie, c'est un mensonge qu'on nous vend depuis, je dirais, depuis des années. Cela continue, bien entendu, ça fait suite à tous les mensonges de la guerre froide. On a ressorti, effectivement, les vieilles recettes. Alors, effectivement, Moscou, comme je le disais, apporte le minimum d'appui nécessaire à la survie, généralement de l'humanitaire, dans les républiques populaires, donc tout en tâchant d'y étouffer les velléités révolutionnaires. Et regarde avec inquiétude, je dirais, l'essor de la gauche dans le Donbass. Parce que n'oublions pas une chose, il y a une chose qu'il faut bien être clair là-dessus, l'entourage qui est autour de Poutine ne sont pas de gauche, et qu'encore je reviens là-dessus, Poutine n'est pas communiste, que les choses soient claires. Même si le Parti communiste soutient sa politique extérieure, il n'en demeure pas moins qu'à l'intérieur, ça reste conflictuel. Mais ça, c'est encore c'est un autre problème. Alors les groupes liés à Moscou, à l'oligarchie locale, tentaient, je dirais, de marginaliser les éléments radicaux et de créer les conditions d'un compromis avec Kiev. Moscou usait aussi de son influence pour créer, je dirais, les conditions de sa propre réconciliation avec l'Occident. Alors après, je dirais, l'échec d'une nouvelle offensive ukrainienne, en août, les républiques du Donbass sont confrontées à une importante crise politique administrative. Et je dirais que c'est à ce moment-là que Strelkov, en particulier, est écarté dans ce qui apparaît comme une vengeance des éléments pro-Kremlin qui avaient été évincés en juillet. Car en dépit de ses sympathies monarchistes et de sa nostalgie de l'Empire russe, Strelkov, poussé véritablement à la radicalisation au sein des républiques, il ne cessait, je dirais en particulier, de répéter qu'il ne laisserait pas la Novorussia, la Nouvelle-Russie,
se transformer en une sorte de répétition de l'Ukraine pré-Maïdan, et ces plans de toute évidence ne coïncidaient pas avec ceux du Kremlin. Strettkov écarté, les proches de l'oligarchie pouvaient prendre ou reprendre, je dirais, possession des postes clés. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'Oleg Tsarev, politicien ukrainien, ancien élu du parti des régions, conçoit un nouveau drapeau pour les républiques du Donbass, une sorte de version inversée du vieux drapeau impérial, dans l'optique manifeste de contrebalancer le drapeau rouge à la croix de Saint-André, qui était celui des miliciens sur le terrain. La presse russe se fait alors l'écho d'un pacte entre le gouvernement russe, Akhmetov, et le Kremlin, lui livrant les territoires libérés en échange de services de l'oligarque en tant que médiateur avec Kiev et les Occidentaux. Mais les militants et les combattants qui construisaient le nouvel État sur le terrain n'étaient plus disposés à être les agents dociles de décideurs extérieurs. Qui plus est d'oligarques. Et de plus en plus, on constate une accumulation de haine pour les bureaucrates du Kremlin et leur sabotage et leur trahison. Alors je vous invite à lire un livre très intéressant qu'on trouve sur le net et puis sur le site des éditions Delga, fait par Daniel Beltrache et Marianne Dunlop sur l'URSS 20 ans après. Vous allez comprendre effectivement que le régime russe n'est pas un régime, je dirais, apprécié dans ces territoires-là. Mais il est, je dirais, c'est compliqué. Ils en ont besoin, extérieurement, ils sont liés effectivement à la Russie par l'Union soviétique, par l'histoire, mais en même temps, ils ont une certaine méfiance à l'égard du Kremlin. Alors, ils soutiennent Poutine parce que Poutine les soutient, je veux dire, après, c'est de la logique, hein. Mais ils sont assez critiques à l'égard du Kremlin. Et surtout, alors Helsinki, n'en parlons pas, parce que finalement, au fond, ce que se retrouve aujourd'hui Poutine, c'est un peu, je dirais, il est en train d'essuyer les pots cassés du régime d'Helsinki. Donc c'est compliqué pour lui. Et donc, je ferai un audio là-dessus pour expliquer effectivement quelles sont les dissensions, sans pour autant donner, je dirais, des éléments pour la propagande otanesque. Bien que, vous voyez, j'essaye effectivement d'être objectif même à l'égard du pouvoir du Kremlin. Alors, effectivement, comme je le disais, certains militants qui étaient sur le terrain, qui ne voulaient plus laisser le Kremlin et surtout ses oligarques pratiquer du sabotage et des trahisons. Alors, après l'offensive ukrainienne du mois d'août, à laquelle survivent les républiques populaires, Moscou place Alexandri Zarchenko à la place de l'RPD, c'est-à-dire la République populaire de Donetsk. Celui-ci devient, je dirais, immanquablement négociateur en chef du protocole de Minsk, qui aboutit à un cessez-le-feu. Le 4 septembre, alors même que les miliciens du Donbass s'approchent de Mariupol, bloquant de facto la libération de ce port stratégique, en effet, à ce moment-là, Poutine et son conseiller Vladislav Surkov, en charge de la politique ukrainienne, ont pour objectif principal d'éviter une confrontation directe avec l'Occident. Et les États-Unis en particulier, on pourrait, je dirais même, résumer ainsi leur ligne dans le conflit ukrainien, de dernier, je dirais, comment on pourrait qualifier ça, donner aux deux camps la possibilité d'une victoire décisive. C'est pour ça qu'on ne peut pas reprocher à Poutine d'avoir évité au maximum, car si c'était l'URSS, il y aurait longtemps que l'Ukraine aurait été récupérée et se serait tue d'une façon définitive. Alors, si effectivement c'était une région sécessionniste des États-Unis, je pense bien que les Américains ne se seraient pas emmerdés avec des négociations. C'est pour ça que ça m'amuse de voir ce qu'on peut essayer de mettre sur le dos comme sobriquet à l'égard de Poutine, alors qu'il a été d'une sagesse, je dirais même que certains lui reprochent, je dirais, une irresponsabilité. Mais ça, c'est encore un autre problème. Alors, comme le montrent les accords de Minsk, le gouvernement russe est prêt à accepter une réintégration des républiques populaires dans le giron ukrainien, comme prix d'un compromis diplomatique avec Kiev et Washington. Vous voyez jusqu'où ils ont pu aller. Alors, avec les accords de paix et la fin de la phase active du conflit militaire, Moscou réussit à imposer son contrôle sur les républiques rebelles,
usant en particulier de l'aide humanitaire, faisant effectivement chantage, n'ayons pas peur de le dire, comme d'un puissant levier d'influence. Et le scrutin du 2 novembre 2014 confirme cette tendance avec l'élection aussi bien à Donetsk ou à Lugansk, avec l'accession au pouvoir d'Igor Plotnitsky, des personnalités totalement fidèles au Kremlin. Alors, on en arrive aux accords de Minsk II. Les accords de Minsk II, donc début 2015, s'accompagnent d'un processus de répression et de marginalisation de la gauche au sein des républiques populaires. À Donetsk, le parti communiste de Litvinov n'est autorisé à participer aux élections. À Lugansk, les choses prennent une tournure nettement plus dramatique avec le meurtre de certains commandants de milices les plus populaires. C'est pour ça que c'était un peu compliqué. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je ferai un jour un audio pour expliquer effectivement quels sont ceux qui ont été assassinés, qui ont été des leaders, et qui n'ont pas été assassinés malheureusement par ceux qu'on croit. Mais bon, ça c'est encore un autre problème. Alors en janvier 2015, Alexander Bednov, le Batman de Lugansk, comme ça qu'il est appelé, est tué par une unité spéciale de la police, Aleskei Mozgovoy, dont la brigade fantôme a tiré un certain nombre de volontaires internationalistes, est tué en mai par un groupe armé non identifié. Ses camarades ont mis en cause les officiels locaux. Et c'est ça le problème. Enfin bon, je ferai un audio là-dessus. Je pense que ce n'est pas le moment de créer la division à l'intérieur de ce qui se passe. Mais il est important de le souligner, et je le soulignerai dans un proche avenir. Alors d'autres leaders rebelles critiques des accords de Minsk et des politiques pro-oligarchiques de la nouvelle administration inféodée au Kremlin sont aussi bien entendu assassinés, dont Pavel Dremov, chef charismatique d'une unité cosaque forte de plusieurs centaines de combattants, qui avait notamment accusé Plotnitsky de voler l'aide humanitaire russe et de vendre à l'Ukraine du charbon produit sur les territoires séparatistes. Vous savez, je pense que c'est une manière d'agir de manière permanente. Aujourd'hui, on envoie des canons César. Les abrutis d'occidentaux croient que ces canons vont être utilisés par l'armée ukrainienne. Et une bonne partie de ces canons sont revendus à la Russie parce que ces gens que nous avons mis en place ne voient qu'une chose, c'est le pognon. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas compris. Bon, bref, ça, c'est encore un autre problème. Alors, la question qui se pose, si ces éliminations physiques ont cassé toute résistance au contrôle du Kremlin sur les républiques populaires, elles n'ont pas résolu le problème majeur. Que faire de ces territoires et comment obtenir une réconciliation avec l'Occident sans affaiblir Poutine et son entourage? En effet, il est clair que la ligne de réconciliation, je dirais, de compromis adoptée par Moscou lors de la phase initiale du conflit s'est transformée, je dirais, en impasse stratégique devant le refus manifeste de Kiev et de mettre en œuvre les accords de paix. Bien entendu, entre guillemets, sous pression croisée du camp nationaliste en Ukraine et de ses parrains occidentaux. Alors, bien entendu, tout au long de ces 8 dernières années, quelle a été la position des communistes russes vis-à-vis des républiques populaires d'une part et vis-à-vis de la politique du Kremlin à leur encontre d'autre part? Alors il apparaît bien entendu, que les choses soient claires, je vais synthétiser, il apparaît que les communistes russes ont très tôt mis en accusation le gouvernement de la Fédération de Russie pour son manque de soutien envers les combattants du Donbass. C'est pour ça que quand on reproche à Poutine d'être intervenu en opération spéciale, Poutine aurait dû intervenir dès 2014, quand il y a eu des massacres. Eh bien non, il n'est pas intervenu. Je pense qu'il a été un naïf. Il a cru qu'il pouvait rentrer en Occident, ce que les Occidentaux lui ont espéré. Je vous invite à regarder la vidéo, je dirais, les deux journalistes qui se font passer pour des représentants du président Vladimir Zelensky et qui interviewent George Bush, et vous allez voir, c'est assez éloquent. Là, les États-Unis n'ont jamais voulu effectivement intégrer en quoi que ce soit la Russie, bien au contraire. Je pense que Poutine a œuvré de naïveté, c'est les affres du pouvoir, l'enrichissement personnel aussi, il faut être honnête, je vais être un peu dur avec Vladimir Poutine, bien que je le soutiens au niveau de sa politique extérieure, mais je reconnais qu'effectivement, à un moment donné, il n'avait plus les pieds sur terre et pensait qu'il pouvait se rapprocher de l'Occident et pouvoir investir, jouir et tout. Et ben non, voilà. Donc je pense qu'à un moment donné, il s'est réveillé et la réalité lui a, je dirais, explosé au visage.
Alors, ça c'est encore un autre problème. Bon, effectivement, je dirais que en octobre 2014, après, je dirais, les premiers voyages successifs au Donbass, le comité central du parti a adopté une résolution sévère dans laquelle il accusait le président du gouvernement de Russie d'avoir capitulé devant les républiques populaires du Donbass en refusant de fournir de l'aide matérielle, militaire, logistique, des munitions et de l'aide humanitaire. Et rappelez-vous ce que disait le responsable du comité central. Son organisation a ensuite activement milité, je dirais, pour que des passeports soient fournis, effectivement. Donc c'est très important de le souligner. Et donc son organisation ensuite milité, je dirais, pour que les miliciens du Donbass qui le souhaitent puissent devenir effectivement russes ainsi que leurs familles afin de pouvoir les protéger. Voilà, c'est le premier volet. Je ferai un deuxième volet sur la continuité historique qui est importante. Je ne sais pas, parce que j'arrête un peu d'une façon brutale. Est-ce que je continue? Je me pose la question parce que j'ai malheureusement beaucoup de choses à faire. Écoutez, je vais me permettre de pouvoir continuer. J'ai encore deux textes à vous faire part. Et puis, oui, je vais continuer. Alors, effectivement, après les appels répétés, je dirais même des rassemblements et des piquets de grève dans la région de Russie, la Douma a adopté en fin 2018 bien entendu, une loi visant à faciliter la délivrance de la citoyenneté russe aux résidents des deux républiques populaires du Donbass. Donc, effectivement, c'est en avril 2019 que le président de la Fédération russe a signé le décret présidentiel pour la délivrance de passeports russes aux citoyens RPL et RPD, et ainsi a élargi ces derniers temps à ceux qui ont effectivement, dès le départ, étant présents sur les terrains d'opération, même les étrangers, je prends par exemple Christelle Néant et d'autres, qui ont fait un très grand travail d'information et qui aujourd'hui effectivement sont citoyens russes ou citoyens de la République populaire du Donbass. Alors, quant à la reconnaissance officielle des républiques populaires, elle est portée depuis des années, y compris, je dirais, à la Douma, par le Parti communiste de la Fédération de Russie, le KPRF. Premier parti d'opposition, et c'est d'ailleurs en réponse à l'appel parlementaire des députés communistes que Poutine a fini par reconnaître mi-février les républiques populaires, 8 ans après la proclamation et 13 000 morts. Alors, de manière générale, la plupart des formations communistes, qu'elles soient parlementaires, extra-parlementaires, ont critiqué, je dirais, le caractère extrêmement tardif de la reconnaissance par Poutine des républiques du Donbass, tout en saluant sa décision pour, effectivement, le parti communiste pan-soviétique des bolcheviks staliniens. La séparation des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk vis-à-vis de l'Ukraine, dominée par un régime néofasciste et clairement développé par un développement, je dirais, très positif, hein, le PCOR, qui souligne l'impossibilité de parvenir à un accord avec les partenaires occidentaux et la multiplication des bombardements ukrainiens qui ont conduit les autorités bourgeoises de la Fédération de Russie à reconnaître la République populaire de Lugansk et la République populaire de Donetsk. Rappelons néanmoins que, comme il l'explique plus haut, qu'effectivement la plupart qui furent à la tête, je dirais, des soulèvements populaires de 2014 ont été écartés et éliminés physiquement par des marionnettes pro-bourgeoises ouvertement alignées sur le Kremlin. Vous voyez, même l'histoire à l'intérieur, elle n'est pas tout à fait claire, hein. Bon, bref. Alors, au lendemain de l'invasion décidée par Poutine, le régime russe tente de corriger ce que logiquement il aurait dû faire en 2014. Il n'a pas eu le courage de faire à l'époque car il rêvait encore de pouvoir avoir des bonnes relations et une idylle avec l'Occident. Mais bon, alors pour éviter effectivement le scénario du pire, en référence à la ligne du compromis, je dirais portée par le Kremlin au début du conflit. Alors, quant au parti communiste russe, son chef, Gennady Zyuganov, a soutenu et contenu
je dirais, continue de soutenir l'intervention militaire en Ukraine au nom de la lutte contre le gouvernement de Kiev qualifié de nazi-bandériste et ses soutiens occidentaux. Des dissensions commencent à se faire jour au sein du parti. Plusieurs députés communistes appellent aujourd'hui ouvertement à participer aux manifestations contre la guerre aux côtés des personnalités de gauche. Le front de gauche de Sergueï Oudaltsov, auquel Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a souvent fait référence par le passé, qui avait accueilli avec enthousiasme le rattachement de la Crimée à la Russie en 2014, a rappelé dans un communiqué du 27 février son soutien à la reconnaissance des républiques populaires du Donbass, et ainsi l'appui de la Russie pour libérer le Donbass des occupants nazis, rendant hommage à l'héroïsme des combattants qui mènent depuis 8 ans une lutte de libération nationale courageuse. Alors, effectivement, même si le front de gauche estime justifier le concours militaire de la Russie de libération du Donbass, il remet en cause l'invasion des autres régions de l'Ukraine, exigeant une clarification quant aux objectifs, je dirais, stratégiques de l'opération en cours. Je dirais la défense du Donbass est une chose de guerre, est un élément, je dirais, de protection d'une région, et la conquête en est une autre, effectivement. Bon, bref. Alors, comme on peut le voir, les différents pôles de gauche russes sont traversés par des contradictions nouvelles. À mesure que la guerre se prolonge, que les pertes humaines s'accumulent, à mesure que les manifestations pacifistes se poursuivent malgré les répressions dans plusieurs villes de Russie, quoi qu'il en soit, il est clair que la capacité de mobilisation des forces progressives aura un impact déterminant non seulement sur l'évolution de la guerre, mais aussi, surtout, sur l'étape d'après, qui risque fort d'être le théâtre d'aggravation autoritaire du pouvoir, et dont les signes avant-coureurs menacent, je dirais, de rétablissement de certains éléments, et donc de censure, de répression, et de tout rassemblement, par exemple contestataire. Souvenez-vous, quand Poutine a fait ses réformes sur les retraites, elles sont très très mal passées. Alors voilà, j'ai fait un petit tour pour donner un petit peu la vision de ce qu'était et de ce que la gauche et le Parti communiste sur le traitement effectivement de l'information du Donbass. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère ne pas avoir été trop long. Et je vous dis quand j'aurai le temps, à la prochaine chronique. Merci à vous.